Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Grève et manifestations hier dans les rues de Bruxelles. 30 000 personnes ont défilé dans les rues et de nouvelles actions sont prévues en février. Le climat social est tendu, c'est un euphémisme, mais ça ne fait peut-être que commencer. Alors comment les patrons vivent-ils cette situation? Et l'absence également de gouvernement au niveau fédéral et au niveau bruxellois. Leurs représentants sont avec nous ce soir dans Plus d'Actu. Voilà, des représentants que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Pierre-Frédéric Nist. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'UCM, l'Union des classes moyennes. Et puis, j'ai le plaisir de recevoir aussi Thierry Geerts. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de BESI, la Chambre de commerce et de Bruxelles. Première question pour vous, Thierry Geerts. Comment vous vivez ce climat social tendu? Est-ce que c'est mauvais pour le climat entrepreneurial bruxellois? Oui, sans aucun doute. On est en 2025, il devrait y avoir d'autres façons de dire qu'on n'est pas d'accord et de pouvoir discuter de ce qui doit être fait ou pas fait. Ici, premièrement, on empêche monsieur tout le monde d'aller au travail ou d'aller à l'école. Il y a des enfants qui sont en examen, qui n'ont pas pu se rendre ou qui ont difficile à se rendre à l'examen. Donc on touche quand même monsieur tout le monde pour une problématique qui est assez spécifique. Et donc parlons-en. Il est clair que notre société a un certain nombre de challenges dans lesquels on doit discuter. Faisons ça différemment, parce que tous les manifestations se trouve à Bruxelles et empêche naturellement le fonctionnement de la ville et d'être fier d'être entrepreneur, de développer ses affaires. Et donc, il est grand temps d'avoir une autre façon de manifester son mécontentement que de venir à Bruxelles faire des grandes manifestations. Oui, alors Pierre-Frédéric Nist, on parle de grève préventive. Hier, c'était pour les pensions. En février, ce sera pour les services publics. Vous ne comprenez pas, vous comprenez ce concept de grève préventive puisque aucune mesure n'a encore été prise. Alors, il faut être très clair. La grève est un droit. On ne remet pas ça en cause. Mais la grève, c'est toujours l'aboutissement d'un échec de négociation. Or, nous vivons pour le moment des grèves préventives, des grèves récurrentes, des grèves automatiques. Et vous ne comprenez pas, vous? Non, je peux comprendre qu'il y ait des questions. On a tous des questions. Pour les chefs d'entreprise, il y a aussi des questions, bien entendu, et se questionner, vous savez, c'est tout à fait légitime. Mais de là à dire qu'on n'est pas d'accord alors qu'on est au stade de notes qui sont comme ça diffusées de façon parcellaire, qui ne sont pas complètes, qui ne font pas l'objet de discussions au niveau du gouvernement, puisqu'il n'y a pas de gouvernement, ben c'est un peu court, c'est pas comme ça qu'on doit faire, à notre avis. Alors ce que vous allez voir en tout cas, c'est que l'inquiétude, elle est vive, on a pu le constater hier dans les rues de Bruxelles, notamment au niveau de l'aménagement des fins de carrière. Écoutez ces témoignages. On nous enlève beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en place, comme les fins de carrière privilégiées, pouvoir prendre un crédit temps ou même un 4/5e temps, ce sera peut-être plus possible dans le futur. Et ça, malheureusement, de notre métier, venir continuer à travailler jusqu'à la pension, mais en mi-temps, ce serait magnifique, quoi. Mais malheureusement, on n'aura peut-être plus cette possibilité de l'avoir. Pouvoir réduire son temps à mi-temps, le temps de travail à mi-temps, ce qui se faisait dans le temps et ce qui aujourd'hui est très inquiétant. Et par toutes ces suppressions, je pense qu'on va juste déplacer le problème et pousser les gens à aller vers des arrêts maladie ou des mi-temps médicales. En fait, c'est un leurre parce que les solutions, il n'y en a pas. Et on va juste basculer d'une solution vers une autre, mais sans régler le problème. Nos craintes, c'est clairement qu'on voit dans la note du formateur de Wever qu'il y a des projets très clairs de diminuer la base sur laquelle les pensions sont calculées, de réduire en fait vraiment l'assiette sur laquelle les pensions sont calculées et du coup le montant final. Pour des gens comme moi qui ont encore une longue carrière à avoir, on est vraiment inquiet sur le fait que le montant final qu'on va recevoir ne nous permettra pas de vivre décemment. Oui, on le voit, une inquiétude qui est profonde. On peut la comprendre, cette inquiétude. Il y avait des droits qui semblaient acquis pour les fins de carrière notamment, qui sont aujourd'hui peut-être remis en cause. Est-ce que vous comprenez, vous, cette inquiétude? Je comprends le fait, je l'ai dit, je comprends le fait qu'on se pose des questions. Ici, vous avez entendu, il y a des inquiétudes. Est-ce que ça va être maintenu à l'avenir? Est-ce que nous aurons encore... Ça, c'est un peu difficile aujourd'hui de faire grève contre des procès d'intention aussi très clairement. Il y a eu une intervenante qui a dit très clairement, aujourd'hui, on remet en cause le calcul de la pension. OK. Moi, je voudrais juste dire une chose. Nous représentons des indépendants. Et vous savez le montant de la pension des indépendants. Vous savez comment ça fonctionne. Vous savez que nous n'avons pas les périodes assimilées
à la différence des fonctionnaires, à la différence des salariés, etc. Donc c'est difficile aussi chez nous. Et les systèmes qui ont été mis en place, qui sont les régimes spéciaux, ce sont des régimes qui ont été construits à un moment. Est-ce qu'en 2025, ayons le courage de le dire, est-ce que ça se justifie encore de cette façon-là? Et je terminerai juste en vous disant aussi que le problème, c'est le on-off. Vous avez une activité et puis vous arrêtez. Et j'ai entendu cette histoire de pension à mi-temps, d'atterrissage de fin de carrière. Je pense que ça, c'est important. Et on a sans doute, et c'est vrai, négligé la problématique du vieillissement de la population. Et ça, nos employeurs sont demandeurs aussi de fin de carrière où tout le monde s'y retrouve, à la fois l'entreprise et bien sûr le travailleur. Ça ne sert à rien de terminer avec des congés de maladie. Ça veut dire que vous défendez le crédit temps de fin de carrière, Monsieur Nist? Alors, ça, c'est déjà plus précis. Je souhaite qu'on mette sur la table une discussion véritable sur le vieillissement de la population et qu'on trouve des solutions satisfaisantes pour tout le monde, et plutôt que d'éviter des arrêts maladie où finalement c'est comme ça qu'on clôture des contrats et finalement ça n'est pas la meilleure chose, bien sûr. Oui, alors Thierry Geerts, il y a aussi une réflexion qui est de dire ça ne va être qu'un transfert, on va transférer, certaines personnes n'auront plus de crédit temps, donc risquent de faire des maladies, et donc on va transférer ça d'une caisse à une autre. Est-ce que c'est une inquiétude pour vous, ça? L'inquiétude d'avoir énormément de gens qui sont en incapacité de travail, ça c'est un vrai problème. Vous savez, les entreprises aujourd'hui pleurent pour avoir du personnel qui travaille et est bien consciente du fait que tous les métiers ne sont pas possibles de travailler jusqu'à 67 ans, ça on peut comprendre. Donc il faut surtout activer les gens qui ne sont pas au travail aujourd'hui. Comment ça se fait qu'il y a tellement de gens qui sont en maladie longue durée? Comment ça se fait qu'il y a tellement de personnes en chômage alors qu'il y a du travail? Il y a eu des périodes beaucoup plus difficiles dans l'économie belge. Dans les années 70, il y avait réellement du travail pour personne. Il y avait énormément de chômage. Aujourd'hui, on a à Bruxelles 90 000 chômeurs, mais aussi 90 000 postes à pourvoir. Alors, ce n'est pas un pour un, mais ça veut certainement dire qu'il y a plus à faire pour activer ces chômeurs. Et je crois que personne n'a envie d'être chômeur. Ce n'est pas un métier. Donc, les gens ont envie de travailler, mais il faut faire des formations qui sont beaucoup plus précises par rapport aux besoins des entreprises. Il faut plus écouter les entreprises par rapport à ce qui doit être fait. Et dans ces 90 000 personnes, il y a des classes très, très différentes. Et donc, c'est un problème complexe. Et pour ça, on a besoin d'un gouvernement qui s'attaque à ce problème-là, qui est tant un problème sociétal, les gens qui travaillent, donc qui ont un revenu, qu'un problème économique, puisque les entreprises manquent de gens, mais aussi pour les finances de nos différents gouvernements. Naturellement, tout ça coûte très cher, et alors que ça pourrait rapporter gros. Si on développe l'économie et l'emploi, c'est des revenus, ça permettra de financer après les pensions. Oui, on a vu Pierre-Frédéric Nice ici, sur ce plateau, des présidents de CPAS très inquiets en disant, par exemple, si on limite les allocations de chômage, ça va faire un transfert vers les CPAS et qu'on va faire qu'aggraver le problème. Quelle est votre position sur le sujet? Alors, c'est vrai que dans le mémorandum UCM, un mémorandum qu'on a déposé en prévision des élections, c'était pas notre fer de lance de dire tiens, on doit limiter dans le temps les allocations de chômage. Cela étant, on constate aujourd'hui que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'indépendants nous disent que c'est quand même un élément qui est fondamental. Donc nous intégrons cet aspect-là chez nous aussi. C'est vrai, ça a été chiffré, la FGTB a fait le calcul, si tous ceux qui sont au chômage depuis plus de 2 ans basculaient tous sur le CPS, les CPS explosent. Et moi, je n'ai pas envie de travailler de cette façon-là. Il y en a sans doute qui vont passer au CPS, c'est vrai, mais j'ai la prétention de croire qu'on va mobiliser des gens et que, comme disait Thierry, le chômage n'est pas un business model en tant que tel, très clairement, et qu'on va pouvoir aider, accompagner, et que des gens vont retrouver un emploi, voire créer un emploi. Les guichets d'entreprise UCM sont largement ouverts. Nous essayons d'intervenir aussi dans les cellules de reconversion pour aller dire que quand on crée de l'emploi, il y a aussi l'emploi indépendant. Ayez le courage de vous lancer comme indépendant, pourquoi pas? Et donc, nous souhaitons véritablement pouvoir travailler sur ça et qu'on ait le moins de gens in fine, qui aillent au CPS. C'est très clair aussi. Alors, M. Geerts, vous croyez, vous, aux vertus de l'activation? Parce que certains nous disent effectivement que, et vous l'avez dit, c'est pas agréable d'être au chômage et les gens cherchent du travail. C'est ce que nous disent les syndicats. Il faut se focaliser sur les 6 premiers mois après la perte d'un emploi. Parce que, vous savez, si vous êtes déjà 2 ans au chômage, vous avez un peu perdu la main et l'employeur va peut-être un petit peu hésiter à vous engager. Donc, il faut mettre beaucoup plus d'énergie quand quelqu'un perd son emploi tout de suite, qui
ait tout de suite une formation si nécessaire et qu'on soit focalisé pour trouver un emploi dans les 6 mois après perte d'emploi. Et donc, mettons beaucoup plus d'énergie là-dessus, ça c'est le vrai problème. La deuxième chose, c'est qu'on ait moins de personnes qui vont au chômage et pour ça, il suffit de stimuler l'activité économique. Et donc, les entrepreneurs n'aiment pas licencier. Vous savez, il n'y a rien, aucun plaisir, aucun bonheur à licencier quelqu'un. Par contre, si naturellement on continue à embêter les entreprises avec des taxes, avec des problèmes de permis qu'on ne reçoit pas, avec une administration absolument abasourdissante, eh bien, ça, fatalement, ça finit par générer du chômage. Donc, je crois qu'il y a beaucoup plus à faire. Et alors, la dernière chose, c'est, avec un travail plus flexible au niveau de la carrière, de permettre aux gens d'être plus à l'aise dans leur travail, plus heureux dans leur travail, et donc ils vont avoir moins tendance à être un peu moins bons et donc risquer le chômage ou de tomber en maladie. Oui, alors ces manifestations, elles ont lieu dans un climat économique sombre. C'était le cas en 2024 en région bruxelloise, puisque plus de 2000 entreprises ont mis la clé sous le paillasson en 2024. Et cela inquiète le président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Il était l'invité hier de Bonjour Bruxelles. Non seulement les chiffres de 2024 étaient mauvais, mais les 3 derniers mois, et là actuellement, ne démontrent pas une reprise. Au contraire, on va vers une période difficile. Oui. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous craignez qu'il y ait un record de faillite en 2025? Mais c'est-à-dire que vous avez toujours un effet, je dirais un effet retour, un effet boomerang. Prenons le cas d'Audi. Audi n'a pas encore fermé, mais nous avons déjà des sous-traitants qui viennent de tirer la langue au tribunal en disant voilà, on est à court de clients et pour cause, c'est des sous-traitants d'Audi. Notre rôle est aussi de donner un signal aux autres pouvoirs pour leur dire voilà, quelle est la situation réelle et donc quelles sont les mesures aussi. Quelle est la mesure que vous devez prendre de la situation en vue d'agir? Car il y a effectivement un défaut de financement des entreprises bruxelloises, ça c'est très clair. Et donc il faudrait au plus vite, mais prendre des mesures, en ce compris au niveau politique. Je constate comme citoyen et comme magistrat qu'effectivement nous avions des mesures, notamment pour financer les médiateurs d'entreprise, qui elles fonctionnaient, qui sont à l'arrêt, ce qui est bien naturel d'ailleurs depuis la fin de la législature. Je pense qu'il est temps effectivement de se retrousser les manches et de trouver une solution. Alors Thierry Geerts, une situation plus compliquée à Bruxelles en termes de faillite des entreprises. La faute à qui? La faute à quoi selon vous? Alors il y a 3 grands facteurs pour l'instant pour un entrepreneur. Vous savez, le coût salarial a vraiment explosé. Elle a été plus importante que l'index pour finir le coût salarial. Donc ça c'est déjà une charge importante à supporter qui n'a pas toujours pu être mis dans les prix qui appliqués. Deuxièmement, le coût de l'énergie. L'énergie est très très élevé, surtout pour les sociétés qui exportent par rapport aux États-Unis ou en Chine. Le coût de l'énergie est 3 fois plus élevé en Belgique, en particulier sur le gaz. Et la troisième chose, c'est tout ce que les tracasseries administratives, la super contrôle des différents États qui fait que on doit vraiment engager du monde pour être juste en accord avec toutes les lois et toutes les législations possibles. Alors, au niveau de l'énergie, c'est un problème européen. Le niveau des charges sociales et de coûts salariales, c'est un problème belge. Et donc, en tant que Bruxellois, je crois qu'il faut se focaliser sur la simplification administrative et de changer d'un État qui contrôle les entrepreneurs vers un État qui soutient les entrepreneurs. Oui, une des explications, Monsieur Nice, de Paul Dayer, c'est de dire, maintenant on est en train vraiment de voir les effets du Covid. Il y a eu un soutien à un moment donné qui était très important des pouvoirs publics. Il n'est plus là aujourd'hui et c'est la conséquence de ce climat économique aujourd'hui. Vous partagez son avis? Oui, tout à fait. Et c'est vraiment la conséquence. On a protégé, il fallait le faire. On ne l'a peut-être pas fait de la meilleure façon. Je pense aux États-Unis, on a injecté de l'argent dans les sociétés. Nous, on a protégé le pouvoir d'achat. Donc très clairement, en protégeant le pouvoir d'achat, ça a quand même permis de maintenir la consommation et donc toute une série d'acteurs la tête hors de l'eau, bien évidemment, c'est important. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est difficile. Et puis, n'oublions pas que nous représentons des PME et que ces PME travaillent en maillage avec des plus grandes entreprises. Et quand il y a une des grandes entreprises qui commence à tousser, c'est toute la chaîne qui est enrhumée. Et ça, c'est difficile. Et nous avons moins de possibilités de reconversion. On est vraiment avec un coup près qui tombe de façon un peu plus claire. Ouais, Thierry Geerts, dans votre interview de rentrée, vous disiez... quand vous êtes entré en fonction, vous disiez les plus grands problèmes, c'est la propreté, la sécurité. Vous diriez encore ça aujourd'hui? Absolument, absolument. Parce que l'entrepreneur, il est très débrouillard. Vous savez, quand on voit tout ce que les entreprises ont dû supporter ces dernières années comme crise et comme transformation, il y a toute la transformation vers la digitalisation, l'intelligence artificielle, etc. Donc il y a énormément de challenges pour un entrepreneur. Mais il faut que la ville fonctionne. Il faut que si on ouvre un magasin, eh bien, il soit accessible, les trottoirs soient propres. Il faut que si on a des employés qui arrivent dans l'entreprise, il soit sécurisant d'aller vers l'entreprise
entreprises. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'osent pas aller à Bruxelles parce qu'il y a de l'insécurité, on n'ose pas prendre le métro parce qu'il y a des couloirs un petit peu sombres, et donc les entrepreneurs, les travailleurs ne vont pas jusqu'à Bruxelles, qui fait que l'Horeca ne fonctionne pas bien à Bruxelles. Donc il faut redonner confiance aux Bruxellois, aux Belges de venir à Bruxelles, de se dire lorsque l'économie fonctionne, si l'économie fonctionne, les entreprises fonctionnent, et là on va pouvoir résoudre d'autres problèmes. Ouais, il n'y a pas un problème de pouvoir d'achat aussi, Pierre-Frédéric Nist? Si, bien évidemment, mais il faut être quand même très clair aussi. Nous avons un mécanisme chez nous qui est l'indexation automatique des salaires. Quand je dis automatique, ça bénéficie à tout le monde. Il faut être très clair, sauf aux indépendants. Il ne faut pas l'oublier. Mais ça veut dire clairement que c'est un mécanisme qui est mis en place et qui limite très fortement les dégâts. Ça coûte horriblement cher aux employeurs, et d'ailleurs nous demandons une aide, une compensation, mais nous sommes demandeurs pour que le travailleur ait cette indexation, entre guillemets, nette, parce que sinon, on va créer des complexités complémentaires, bien évidemment. Alors, il y a certains projets qui fâchent, vous demandiez des simplifications, et certains estiment qu'on ajoute des difficultés aux difficultés. C'est le cas dans l'Horeca, notamment. Il y a un projet qui fâche actuellement, c'est celui d'interdire les systèmes de chauffage sur les terrasses. Ça déclenche la colère du président de la Fédération Horeca Bruxelles. Écoutez-le. Le momentum est très très mal choisi. On est en train de crouler financièrement dans notre secteur, et aujourd'hui on vient rajouter des restrictions et des contraintes à justement un Horeca qui n'a absolument pas besoin qu'on vienne lui casser les pieds. Si les mesures passent, un dégoût profond d'exploiter encore nos enseignes. Voilà, on souhaite aujourd'hui du soutien, on en a un petit peu marre d'être fliqués. Et donc ici, le message n'est pas le bon, en tout cas. On attend du gouvernement, ou en tout cas du prochain gouvernement Arizona, s'il existe, qu'il prenne le taureau par les cornes. Fiscalement, il y a des mesures à prendre au niveau de l'emploi, ça c'est structurel, mais c'est pour toutes les entreprises belges. Mais alors, notre taux de TVA, je veux dire, c'est pas une simple marotte, ce n'est pas quelque chose qu'on agite juste pour montrer que le secteur Horeca est en colère. Aujourd'hui, nous devons avoir une baisse de la fiscalité sur la consommation. Et donc ici, ajouter cette mesure contraignante, finalement, ça nous met un petit peu, ça nous essouffle, et au-delà de la charge économique que cela peut peser, parce qu'on perdrait forcément de l'argent à ne plus exploiter en extérieur malgré le fait qu'on puisse le chauffer, il y a une charge morale et psychique. Tout doucement, on commence à en venir à bout. Ouais, on a l'impression que c'est une toute petite mesure, hein. Pourtant, Thierry Geerts, là, on sent vraiment une irritation profonde. Est-ce qu'on en est là, aujourd'hui, dans le chef des tracasseries administratives pour les entrepreneurs? C'est hallucinant le nombre de petites règles comme ça. Pour finir, l'État se mêle de tout. Or, un entrepreneur doit pouvoir entreprendre. Et donc, l'État est là, il faut des bonnes régulations. On peut comprendre ici que dans un souhait de diminution des gaz à effet de serre, on puisse dire, on interdit les chauffages. Ça peut avoir du sens, mais il y a quand même aucun entrepreneur qui chauffe pour son plaisir sa terrasse. Ça coûte très cher. L'énergie est, comme je l'avais dit, très, très, très chère. Donc, c'est probablement que les gens ont envie d'avoir chaud. Ça veut dire qu'il y a des clients qui sont sur cette terrasse, et l'Horeca a besoin de ce client-là. Mais une fois de plus, je ne crois pas qu'il s'agit ici de la mesure en tant que telle dont on peut discuter, mais c'est le nombre de mesures. Il est presque impossible aujourd'hui, comme entreprise, de répondre à toutes les règles. Or, la plupart des entrepreneurs, c'est des gens bien, qui veulent respecter les règles. Eh bien, c'est presque plus possible de respecter toutes les règles, tellement il y en a. Oui, alors quelles mesures de soutien alors, par rapport à ça, Pierre-Frédéric Nist? J'ai vu que vous abondiez en tout cas. Oui, mais je voudrais juste une toute petite précision. Dans le reportage, il commence en disant très clairement, c'est pas le bon timing. Quand on dit c'est pas le bon timing, ça ne veut pas dire que c'est un rejet de principe. Donc c'est pas le bon timing, premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'on ne devrait pas concerter? Est-ce qu'on ne devrait pas mettre les acteurs autour de la table et commencer à discuter? Parce que c'est un sujet qui est important, bien évidemment. Il y a des impératifs climatiques, mais il y a aussi d'autres choses que l'on doit voir sur le plan économique. Et donc, je pense que c'est sans doute malvenu, bien évidemment. Qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui? Nous attendons un gouvernement. Très clairement. Parce qu'un gouvernement, ce n'est pas le gouvernement qui crée de l'emploi. C'est le gouvernement qui nous aide, nous, chefs d'entreprise, à avoir tous les éléments en face de nous et à prendre seuls. Et c'est notre responsabilité des décisions de gestion. Et si on se plante, on ne s'en voudra qu'à nous-mêmes, clairement. Mais si nous n'avons pas ce cadre,
effectivement, c'est problématique. Ensuite, on sait qu'il y a la contingence budgétaire partout en Belgique, à Bruxelles, en Wallonie, au niveau fédéral. On sait qu'on n'aura pas beaucoup d'argent. Par contre, ce que l'on veut, c'est pouvoir évoluer, pouvoir faire, c'est la formule que j'utilise souvent, pouvoir faire ce que l'on fait de mieux dans la vie, c'est gérer nos entreprises. Donc, pour être clair, qu'on nous foute la paix, entre guillemets, et qu'on simplifie et que nous ayons une administration qui soit à côté de nous, partenaire de notre développement d'entreprise et pas exclusivement dans le contrôle. Si nous avons ça, s'il y a des subsides qui permettent d'avancer sur certains investissements, bien sûr c'est important, mais si nous avons le reste, franchement, on fera un grand pas en avant. Alors l'absence de gouvernement bruxellois aujourd'hui et pas de solution en vue, en tout cas à court terme, c'est un scandale pour vous, Thierry Guir? Ça crie un peu vengeance au ciel. Il y a des politiciens qui ont été élus il y a 7 mois maintenant. Ils participent à un jeu démocratique dont les règles sont très claires. Et c'est dans le but, s'ils sont élus, qu'ils doivent prendre la responsabilité de gestion. À partir de ce moment où ils sont élus, ils doivent savoir qu'on travaille dans une démocratie où il faut faire une coalition. Et cette coalition est faite selon certaines règles. Et il ne faut donc pas dire « Ah oui, mais moi, je refuse tel point ou je refuse tel parti » parce qu'il n'y a rien à faire. Il faut que la majorité fonctionne. C'est un message que vous lancez au PS, ça, Thierry Guir? C'est en général, parce que c'était d'abord la majorité flamande qui ne se formait pas, puis c'est la majorité francophone qui ne se forme pas, et puis l'ensemble qui ne fonctionne pas. Vous savez, nous, les entreprises, on continue à fonctionner. On ne peut pas dire pendant 7 mois, on ferme boutique, on attend. Ceci dit, l'administration fonctionne. Il y a des 12e provisoires, il y a des choses qui sont prévues. Mais pour vous, ce n'est pas optimal. Les élus doivent prendre responsabilité parce que fatalement, le gouvernement actuel doit agir en affaires courantes. C'est très inconfortable. C'est comme si vous êtes responsable d'une société, mais vous ne pouvez plus rien décider. Alors fatalement, ça marche pendant quelques semaines, ça marche quand même pendant quelques mois, mais à un certain moment, vous allez dans le mur. Et surtout à Bruxelles, où il y a une dette très importante. Non seulement on a une dette importante, mais en plus on fait un déficit récurrent très très important. Et ça, c'est bon pour aucun Bruxellois, c'est pas bon pour notre gouvernement, c'est très mauvais pour les politiques à venir parce qu'ils vont plus avoir les moyens pour investir dans les politiques d'avenir. Donc il faut reprendre le volant très rapidement. Ouais. Pour vous, c'est un manque de courage politique, Pierre-Frédéric. Vous diriez ça? Oui, c'est un manque de courage politique. Alors on peut comprendre que c'est vrai, c'est difficile de constituer un gouvernement et que ça ne se fait peut-être pas en 15 jours, ok, mais avec le timing qu'on a là maintenant, ça devient vraiment très problématique. Vous savez, en boxe, un des boxeurs qui court autour du ring et qui refuse le combat, à un moment, il est disqualifié. Oui, mais vous pensez qu'on court vraiment à la catastrophe parce que finalement, business as usual, vos commerçants continuent à fonctionner, on continue à créer des entreprises. Vous avez l'impression que... Alors, Dieu merci, on continue à créer des entreprises. Mais le degré que nous pouvons avoir, que ce soit chez Bessie ou chez UCM, dans la persuasion auprès des gens qui ont une idée, qui ont envie de se lancer, il est en train de diminuer aussi. Très clairement, il nous faut un terreau qui soit favorable. Ça veut dire qu'il faut aussi un gouvernement. Je dis, ce n'est pas le gouvernement qui crée de l'emploi, mais c'est lui qui met en place toute une série de mesures qui font que nous avons confiance et que nous nous lançons dans le développement de nos activités. La confiance en économie, c'est l'élément qui est fondamental. On est en train de la perdre. Oui, vous pensez qu'il y a une perte de confiance aujourd'hui de vos entrepreneurs? L'économie, ce n'est pas uniquement de la gestion du courant. C'est prendre des décisions importantes. C'est de dire, voilà, j'ai un magasin, je vais ouvrir un 2e magasin, ou j'ai 2 magasins, je vais en ouvrir un 3e, ou j'ai une chaîne de production, je produis des chocolats et je rajoute une unité de production. C'est ça qui fait croître l'économie, qui fait qu'on a plus de moyens pour payer, par exemple, les pensions. Et aujourd'hui, les entrepreneurs se disent, oui, mais je ne sais pas très bien quel va être le nouveau gouvernement, donc quelles seront les règles à laquelle je vais devoir respecter. Et donc, je vais devoir investir dans un environnement déjà incertain, il y a un risque financier, mais en plus un risque politique ou de petites règles dont on ne sait pas ce que ça va être. Juste une petite question, il y a un appel à la simplification côté flamand, fusion des communes, fusion des CPS, fusion des zones de police. Est-ce que vous pensez qu'aller dans cette voie-là, ce serait bénéfique pour la région bruxelloise? Alors ça, c'est plutôt une question politique dans laquelle je ne vais pas me lancer. Vous parlez beaucoup très de simplification. Oui, mais donc comment est-ce qu'il faut simplifier? Ça, c'est encore une question dont on peut débattre. Et il y a un fétiche de il faut fusionner les communes. C'est difficilement acceptable pour une partie des politiques. Donc, je crois qu'il y a tellement moyen de faire en attendant.
Est-ce que oui ou non il faut le faire? On peut en débattre, mais on ne peut pas attendre une grande simplification à ce niveau-là. Il faut prendre des décisions aujourd'hui sur des règles de tous les jours, des petites taxes à gauche à droite, des reporting, des choses comme ça. Oui, une réponse en 20 secondes, Pierre-Frédéric Nice, sur ce n'évacuons pas le débat, très Non, clairement. Aujourd'hui, on est dans une contingence d'économie, je pense que c'est quand même très clair, à tous les niveaux de pouvoir, même au niveau européen. Donc soyons créatifs, soyons imaginatifs. On n'a pas le luxe de ne pas envisager toutes les possibilités de fusion, de rapprochement. Voilà, ça fait partie des solutions. Je n'ai pas dit qu'on devait le faire absolument, mais ne prenons pas la décision d'évacuer par principe ce genre de restructuration. Mais merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.